So, Uyezo na patrimoine cultivé, na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Uyezo na kalalou cultivé, na jwen an nou fuyezo. Uyezo na patrimoine cultivé, na jwen Bon, et OK, nous avons Ronald Paul et Ronald C. Paul pour son propos et comme les deux autres interventions précédentes et ensuite nous aurons notre discussion comme prévu. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Je voudrais d'abord remercier Madame Nzana et Monsieur Bessala pour leur intervention et qui m'ont beaucoup éclairé sur des questions et que je me posais. Alors, en introduction, j'aimerais rappeler quand même un auteur africain. Et bon, ça, ce sont les limites de ma culture personnelle. Je voudrais rappeler Amadou Hampâté-Bâ qui a quand même écrit une œuvre dans laquelle c'est une belle biographie et dans laquelle il y a toute une partie. Je pense que c'est le livre Amkoulel, l'enfant Peul, où il décrit son processus d'éducation et dans une période, justement, dans cette période coloniale. Et on a pu voir après comment cet auteur, cette personne d'abord a évolué pour devenir l'auteur monumental qu'il est aujourd'hui. Alors, ça m'est venu à l'esprit et précisément quand M. Bessala parlait de l'éducation et purement africaine. Et je pense que on aurait encore vraiment beaucoup d'intérêt à aller explorer comment précisément les sociétés africaines avant la colonisation organisaient cette affaire d'éducation. Alors, pour ne pas verser dans des confusions, il faudrait quand même qu'on distingue de l'éducation la partie qui est dévolue à l'école et à l'instruction, et plus précisément. Le deuxième personnage qui m'est venu à l'esprit, et pendant l'introduction de M. Bien-Aimé, c'est une parole de ce si célèbre et fameux Elon Musk à propos de l'intelligence artificielle qui disait que, comme quoi l'intelligence artificielle aurait atteint un pic, comme quoi aurait déjà assimilé l'ensemble des connaissances de l'humanité. Alors ça, c'est, à mon avis, l'une des plus grandes et des plus belles escroqueries que nous voyons précisément en Occident quand ils prétendent qu'en dehors de la connaissance formelle occidentale, il n'y a pas de connaissance. Donc, il n'y a donc pas matière d'éducation. S'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas matière d'éducation. Or, justement, l'Afrique nous apprend, l'Afrique nous concerne précisément. Et en Afrique, il y avait une éducation avant la colonie qui organisait la connaissance de façon absolument différente de la manière dont elle est organisée aujourd'hui. Alors, je parle c'est pas une escroquerie parce que c'est peut-être pas conscient, mais c'est quand même une très grande. Allez, je pense que pour le moment, j'ai pas d'autre mot. C'est une escroquerie. Je vais peut-être, au cours de mon intervention, faire ressortir le caractère de cette affaire-là, comme quoi il y a de connaissances qu'en Occident. Et l'histoire de nos écoles, que ce soit en Haïti, dans la Caraïbe et en Afrique, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une ligne parallèle, dans la mesure où, effectivement, le colon, lui, il n'éduquait que pour ses besoins de colonialisme, pour ses besoins de colonisation.
Les gens qui étaient formés, c'était des avatars d'administrateurs coloniaux. Et nous devons ici admettre en Haïti, malgré des efforts dès l'indépendance, par exemple, avec Dessalines qui avait défini les enjeux d'éducation en termes de formation de citoyens et soldats qui défendent son pays, etc. Et jusqu'à la fin des années 70 et début des années 80, 81, et à un double point de vue, on a dû redéfinir les enjeux de l'éducation, tant au niveau quantitatif, parce que quand même, après 200 ans d'indépendance, nous sommes très très loin des 100% de couverture scolaire, très très loin, d'une part, et d'autre part, nous sommes vraiment très 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 loin d'une école véritablement haïtienne. Or, le véritable enjeu, c'est ça. C'est une école haïtienne qui concerne tous les Haïtiens. Et par extension, il s'agit concrètement, dans cette période postcoloniale, de créer pour l'Afrique une école africaine pour tous les Africains. Alors, quand nous disons école haïtienne ou bien école africaine, et on pourrait nous demander quelle est la différence entre une école haïtienne et une école occidentale, française, ou bien occidentale, de manière générale. Eh bien, les stigmates, ce que j'appelle les stigmates et séquelles du colonialisme dans nos écoles, on les retrouve non seulement dans la langue d'enseignement, on les retrouve surtout dans l'enseignement de l'histoire, parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Et même si nous avons des historiens haïtiens, mais nous subissons encore un narratif sur l'enseignement de l'histoire qui est fortement marqué par l'ancien colonisateur. L'enseignement des sciences, et ça, c'est très intéressant parce que précisément, M. Bessala disait, et je me disais en Haïti, c'était la même chose, l'enseignement des sciences a été totalement négligé. Et non seulement elle a été négligée, moi je me rappelle en Haïti, on nous a même fait comprendre que l'enseignement technique était quelque chose à regarder de haut par rapport à l'élite intellectuelle. Comme quoi le travail manuel, comprendre la mécanique, comprendre l'agriculture, comprendre les métiers, les métiers d'artisanat, était quelque chose que notre école, l'élite de nos écoles en Haïti regardait de haut. Résultat des opérations, tout le monde voulait, dès qu'on était scolarisé, dans une école, entre guillemets, respectable, et tout le monde voulait devenir, au bas mot, ingénieur. Et là aussi, on va pouvoir retrouver les séquelles et les stigmates du colonialisme parce que ce seront toujours des ingénieurs pour construire de belles maisons pour une certaine classe sociale et totalement aliénée. Ça, c'est une chose au niveau des contenus. Au niveau de la gestion de l'école même, c'est une gestion qui est devenue formelle. Enfin, quand je dis formelle, mettons cela entre guillemets, dans le sens que c'est une organisation basée sur l'organisation du travail, l'organisation du temps de travail. C'est pas du tout l'école traditionnelle qui était un véritable atelier à la fois de savoir-faire, mais aussi de savoir de façon tout à fait générale. Je pense encore à Amadou Ampateba qui parlait de ses expériences d'éducation. Il apprenait bien évidemment à traire la vache. En même temps, il apprenait des préceptes moraux, il apprenait la philosophie. En même temps, il apprenait à conduire son troupeau. Donc, par rapport à
à ça. Donc, le colonialisme et le post-colonialisme a brisé, on va dire, cette structure qui permettait à l'individu de se sentir partie intégrante de la société et non pas une partie, comme quoi la tête pour devenir dirigeant ou bien fonctionnaire, comme ça s'est passé d'ailleurs en Afrique. Mais c'était une éducation qui intégrait une instruction utile et une éducation de sorte que l'équilibre de la société était garanti. Donc, moi, ce que j'observe, l'école postcoloniale et l'école coloniale, c'est à peu près la même chose. Et évidemment, avec l'évolution démographique, avec l'évolution de certain nombre de choses, on a pu avoir l'impression qu'il y avait une forme de démocratisation de l'éducation à travers le temps. En fait, il n'en est rien du tout. Et c'est une question de proportion. Ceci nous amène évidemment par nos réflexions non seulement à constater cette malfaçon, je dirais, mais aussi à le comprendre et à le comprendre pour pouvoir recréer quelque chose qui nous corresponde au mieux. Et que ce soit au niveau de l'organisation de l'école en tant que telle, mais aussi au niveau des contenus. Et pour cela, il faut, je pense, que nous revenions aux racines. Parce que quand même, si les peuples africains et si le peuple haïtien a pu, malgré les vicissitudes de l'histoire, existe encore, eh ben, c'est bien parce que quelque part, il y a un fond sur lequel nous avons toujours pu compter. Si jusqu'à aujourd'hui, un monsieur comme Elon Musk considère qu'il n'y a plus rien à apprendre encore de l'humanité parce que l'intelligence artificielle a intégré tout ce qui est soi-disant tout ce qui est le patrimoine intellectuel de l'humanité, et en ignorant superbement tous les savoir-faire africains notamment, et que nous arrivions quand même à résister, c'est bien parce que quelque part nous avons, comme dans nos sous-sols, une richesse sur laquelle nous pouvons et nous devons compter. Donc, c'est la réflexion qui consiste à non seulement observer ce que l'école coloniale, l'école postcoloniale nous a fait de nous, et est importante parce qu'il ne s'agit pas de renier tout ce que nous avons appris. Il s'agit d'arriver à faire une sorte de synthèse pour nous affirmer et prendre les décisions qui nous concernent. Cette synthèse, je pense qu'elle est illustrée de manière absolument magnifique et dans nos langues. Et je pense évidemment au créole d'Haïti qui a su résister, qui a su se créer et qui aujourd'hui se promeut en proposant et en faisant des propositions dans différents domaines. Et je pense que ça, c'est une preuve que non seulement nous pouvons déconstruire toute cette histoire coloniale et post-coloniale, mais il s'agit, je me répète, il ne s'agit pas simplement de déconstruire pour déconstruire, il s'agit aussi de reconstruire, et je dirais même de créer, à l'image précisément de ce que j'appelle
la créolisation. Alors, ce que je voulais, ce pourquoi je pense qu'il est très utile et de discuter des problématiques d'éducation dans un contexte postcolonial, c'est justement pour voir vers où nous pouvons aller. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de statistiques, de passer à 3,5 de couverture scolaire à 4,5 en 20 ans, ou bien de passer de 0,0002 à moins de 50% en 220 ans. Il s'agit aussi de savoir, dans cette école-là, ce que nous voulons. Et je pense que c'est le lieu de définition des nouvelles sociétés du 21e siècle. L'école est le lieu de définition de cela. Et à partir du moment où l'histoire nous a permis de prendre conscience de comment, et on va dire, notre colonisation mentale a été organisée, je pense qu'il faut essayer de tirer leçon de tout ça pour voir comment nous allons essayer de, nous-mêmes, cette fois-ci, coloniser notre propre réel. Nous ne pouvons coloniser notre propre réel qu'en étant ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, l'histoire a fait de nous cet être, je dirais, hybride, en tout cas pour la Caraïbe. Je pense que c'est une discussion qu'on pourrait avoir en Afrique, parce que je ne vois pas comment on pourrait effacer par une mesure politique ou bien idéologique plus de 100 ans de colonialisme. Parce que le colonialisme en Afrique n'a pas seulement commencé en 85 pour s'arrêter en 60. Je pense que jusque l'année dernière, l'Afrique est aux prises, jusqu'à maintenant, l'Afrique est aux prises au colonialisme sous une autre forme. Donc je pense qu'on ne peut pas balancer toute cette expérience, même si elle est douloureuse, et faire un retour, soi-disant, enfin, pas soi-disant, mais faire un retour aux sources en ignorant et 100 ans d'histoire. Et je pense qu'il faut chercher et voir comment, de nos sources riches, comment réaliser l'hybridation avec cette histoire, même si elle est très douloureuse, mais avec cette histoire et du colonialisme. Et je pense que là, c'est avec ces outils-là qu'on va pouvoir redéfinir les enjeux de l'école. C'est pas uniquement en disant développement. Bien sûr, c'est du développement. Mais c'est aussi en faisant très attention à des outils technologiques comme l'IA, précisément, qui, mine de rien, nous menacent. Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à cela parce que nous filons tout droit, si nous ne faisons pas attention, à une forme d'uniformité du discours sur quel que soit le sujet à travers l'IA. Moi, je vais vous raconter une petite expérience très simple. Pour préparer cette audience, j'ouvre une page Word et j'écris stigmates et séquelles du colonialisme dans nos écoles. Et tout de suite, Windows me propose à travers son copilote me propose quelque chose. Donc, l'icône apparaît. Donc, je clique et j'ai 2 pages immédiatement. Et si, disons, je suis paresseux, parce que ce qui est écrit dans cette page, n'est pas aberrant. N'est pas aberrant, c'est écrit en français. Et c'est très logique. Mais ce n'est pas mon propos. Ce n'est pas un propos qui remet en cause ce qui s'est passé dans l'histoire pendant ces 150 dernières années.
Donc, il faut faire très attention à cette affaire d'IA. Il faut vraiment faire très attention parce que, et bien sûr, il y a toute une machine de propagande occidentale, états-unisien, qui va nous dire, bon voilà, machin, etc. D'ailleurs, en Europe, j'observe que beaucoup, on se plaint beaucoup parce que les étudiants et les élèves utilisent Copilot ou bien utilisent n'importe quel IA. Dès qu'il y a un devoir, boum, ils ont rapidement une proposition qui a tout le maquillage du bien et du bon, du correct, mais qui ne nous ressemble pas. Il faut faire attention. Il faut qu'à partir de cette prise de conscience basée sur sur nos richesses patrimoniales historiques, bien se dire que, et au moins arriver à se dire ce que nous ne sommes pas. Ça, c'est clair. Donc, du coup, il y a une réflexion qui, à mon avis, doit aller très, très loin dans la définition des enjeux de l'école. Je ne parle pas d'enjeu d'éducation, tout le monde connaît, mais l'enjeu des écoles que nous allons mettre en place. Quelle est la place de la langue? Comment nous allons enseigner l'histoire? Et surtout, comment nous allons enseigner nos sciences? Il n'y a pas la science. Si la science est aussi méthode, il n'y a pas la science, il y a les sciences. Il y a un jeune homme sur comment ça s'appelle ça? Sur YouTube, qui s'amuse souvent à présenter des opérations, à faire un cours de mathématiques. Et c'est très intéressant parce que très souvent, il présente, voici, en Occident, on procède comme ça, en Inde, on procède comme ça, en Chine, on procède comme ça, etc. Pour montrer la diversité d'approches, je parle bien des mathématiques, pour montrer la diversité d'approches pour aboutir à une connaissance. Donc, je parle bien des sciences. Et tout le monde sait, les sciences ont existé en Afrique. On retrouve des séquelles à travers un certain nombre de jeux. Et il y a des études qui ont été faites et l'enseignement des sciences a existé en Afrique. Je pense qu'il faut réfléchir à se réapproprier de façon formelle cette fois-ci. Parce que quand ce n'est pas formel, c'est vite oublié. C'est ou bien mis dans un musée, dans le meilleur des cas d'ailleurs, dans le meilleur des cas, mis dans un musée et considéré comme patrimoine, évidemment, et généralement dans la tête des gens, quand on dit patrimoine, ça veut dire c'est un actif qui est derrière nous, sur lequel on peut compter. Ce n'est pas quelque chose que nécessairement on peut utiliser. Le mot patrimoine, il manque dans nos têtes et ce pouvoir de ce mot qu'on dit patrimoine. Donc c'est pour ça que je parle de vraiment de créoliser, c'est-à-dire réaliser la synthèse de ce que nous sommes, donc ce que nous savons dans nos traditions personnelles, avec le discours formel, le résultat des observations, des outils mis en place par l'Occident. On ne peut pas les rejeter. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut s'empêcher d'utiliser l'informatique, qui est une technologie qui est développée en Occident. Même si l'histoire raconte que quand même, la gemme de boule vient d'Afrique. Mais c'est justement ce genre d'information qu'il faut garder pour reprendre confiance en soi et oser créoliser le discours formel. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire pour cette journée de l'éducation, et avec en toile de fond non seulement le colonialisme, d'une part, et d'autre part, cette affaire d'intelligence artificielle que l'UNESCO, dans sa très, très grande bonté,
veut que nous réfléchissions dessus. Mais voilà. Merci beaucoup. Infiniment merci, Ronald C. Paul. Et vraiment, C'est nous-mêmes. vraiment, c'est un tour critique assez intéressant autour de la problématique de l'éducation en général, globalement, mais l'école, quelle école, pour quel citoyen et dans quel cadre social en termes de perspective de la construction de la nation, d'une région ou citoyen et continental et mondial. Donc, et la question est plantée par Paul. Et il y a M. Richemont qui souhaite prendre la parole. Et c'est à tout seigneur, tout honneur, je profite pour donner la parole à M. Richemont et notre collègue. Richemont, et à toi la parole. Merci, professeur Bien-Aimé, et remerciement spécial à Madame Nzana et monsieur, professeur Bessala et à Ronald Paul pour son intervention. Parce que cette semaine avant-hier, j'étais dans une réunion de parents dans une école congréganiste de profession et méthodiste où la directrice parlait justement du fait que les tresses traditionnelles sont interdites, les tresses faites avec des extensions sont interdites, et au même titre que le créole, l'usage du créole, la langue haïtienne, là, on parlait beaucoup plus de la tenue des élèves. Donc, elle a insisté sur ça, que il fallait juste respecter cela. Merci beaucoup, Monsieur Richemont. Et donc, à vous deux, qui entre vous deux souhaite se prononcer ou donner des éléments de réponse par rapport à la préoccupation de Monsieur Richemont? Oui, je vous remercie de m'avoir passé la parole. La question posée par notre cher frère est pertinente et fondamentale. Aimé Césaire, dans cahier d'un pays dans cahier d'un retour au pays natal, pose ce problème. Quand il dit, dans notre société, nous avons encore des traîtres, c'est-à-dire des veillards à tuer. Il parle justement de ceux-là qui continuent à singer, n'est-ce pas, le blanc, à penser que le blanc est un modèle. Sa tenue vestimentaire est un modèle à suivre. Donc, le problème est celui de la prise de conscience des Africains eux-mêmes. Ces coiffures aujourd'hui que les uns et les autres ont gardées pose un autre problème, un problème de culture. Quelle est véritablement la culture africaine? Nos cultures ont été évacuées, nos us et coutumes ont été évacuées. C'est à nous de prendre conscience de cet état de choses. C'est à l'Africain lui-même. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est responsable aussi de cette situation. Par exemple, le collègue a pris le cas de la tenue en milieu scolaire. Regardez l'idée est restée, l'idée reste et demeure. Depuis que le colon est rentré, depuis qu'il est reparti, pourquoi cette idée n'a pas changé? Nous avons du travail à faire, je l'ai dit, et nous devons donc repenser nos systèmes éducatifs qui doivent évoluer en étroite collaboration, qui doivent évoluer en lien avec nos priorités, en lien avec nos problèmes. Est-ce que nous avons un problème de tenue vestimentaire aujourd'hui? Est-ce que nous devons exiger à nos apprenants de porter telle ou telle tenue? C'est encore la colonisation. C'est encore la colonisation. Donc, l'Africain continue lui-même aussi à coloniser son propre frère, son propre enfant. Puisque si l'enfant ne met pas la tenue, il n'a pas le droit
il n'a pas le droit euh, d'accès dans la salle de classe. C'est une forme de colonisation. Pourquoi nous ne pouvons pas sortir de cet état de choses et repenser autrement notre façon de fonctionner? Donc la question reste et demeure. Aimé Césaire l'avait déjà posé hein, dans son cahier de retour au pays natal. Et c'était des visionnaires, ces gens. C'était des visionnaires. Léopoldin Otonji, les Martiens, c'était des visionnaires. Mais nous n'avons pas suivi ces conseils. La question demeure. À nous de repenser nos systèmes éducatifs. Parce que nous avons nos problèmes à nous, qui sont différents des problèmes des autres. Regardez comment les autres évoluent. Lorsqu'on voit comment un enfant va à l'école en Occident, est-ce qu'il a besoin de porter la tenue pour se faire identifier? Nous sommes responsables parfois de ce qui nous arrive. Alors, essayons de changer. Je vous remercie. Et merci, professeur Bessala, et pour cette réponse. Je ne sais pas si Madame et la professeure Colette, vous avez un élément de réponse? Je OK. n'ai pas, je n'ai Oui, pas oui, grand-chose à ajouter. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. oui, d'accord. Et bon, je ne sais pas si Paul compte rebondir par rapport à la question de M. Richemont, la question de tresse et des cheveux. Et dans votre représentation, si on regarde bien, vous avez quand même posé la question de l'hybridité et culture hybride, et au point de considérer que du colonial au postcolonial, ça revient au même, et parce que il y a pas vraiment cette conscience-là, et si on peut dire, du temps colonial a été imposé, mais à travers la colonialité, c'est-à-dire, si on prend, bien entendu, ce que Torres nous parle de colonialité de l'être, hein, et de la pensée, et que l'être africain, et autant que, par exemple, Fanon, Franz Fanon nous l'avait quand même signalé, autant que Membe et également Albert Memmi l'avait fait, autant que dans la région, ici, chez nous, par exemple, Price Mars l'avait posé, c'est-à-dire on souhaite bien être un Français et beaucoup plus qu'être un Haïtien. Donc, de ce lieu-là du continent à cet espace, entre guillemets, que je n'aime pas bien dire, c'est-à-dire cet espace afro-descendant qu'on construit en disant on a des liens avec l'Afrique, mais ça c'est une construction ou plutôt une assignation. Mais je crois que les comportements sont quand même plus ou moins identiques, comportement culturel ou comportement pareil. Moi, dans mes voyages dans le continent, j'ai vu ces réflexes, ce sont les mêmes choses qui se posent, et que les coloniaux du genre physiquement ne sont plus là, mais ils avaient suffisamment introduit des logiciels et sociaux, culturels, qui fait qu'aujourd'hui, on reproduit les mêmes comportements. Et maintenant, comment déconstruire tout ça? Et, Paul propose, c'est pas nécessairement de rejeter et ce qui a été en termes d'échange ou de moins d'éducation, mais plutôt comment combiner avec ça et pour nous chercher, pour nous situer par rapport à nos propres contextes. Et c'est ça l'enjeu. Et moi-même, je préfère passer la parole à Ronald Paul, qui certainement a des choses à dire par rapport à la question de M. Richemont et M. Bessala. Certainement, et nous fait un retour, il revient dans les Caraïbes avec Aimé Césaire. Et là, c'est vraiment, on va dire à la famille Césaire
que Bessala vraiment aime bien son travail, c'est comme en tant que penseur, autant que le continent nous a donné beaucoup de joyaux, de penseurs, et dans les Caraïbes également. Nous en disposons. Et voilà, l'échange est là autour d'une même problématique, c'est-à-dire la problématique de l'Africain rejeté chez lui, autant que rejeté finalement par lui-même et par l'autre. Comment sortir finalement de ce double rejet, de double refus, et là, je parle du lieu d'Haïti, également du lieu de l'Africain. Merci beaucoup, Ronald Paul. Bah, c'est un problème. Bien sûr, quand nous avons été pendant des années, on nous a inculqué un certain nombre de choses jusqu'à des valeurs esthétiques et on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui on est et on singe parce que de toute façon, et on voit bien, n'importe qui voit bien que nous ne sommes pas blancs, nous ne sommes pas européens. Et donc, si on se met à avoir des comportements, et ça va très loin, et quand un directeur ou une directrice d'école impose ce genre de choses, ça nous montre quel chemin il y a encore à faire après plus de 200 ans d'indépendance. Mais c'est une question qui est encore plus large parce que ça va jusque dans ce qu'on considère comme des modèles de développement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, l'Afrique et tous les pays, en tout cas, je vais dire Caraïbes et Afrique, et le modèle de développement qui est lié à une esthétique. C'est-à-dire, il faut avoir une forme d'architecture, il faut avoir une forme de tout, quoi. Une forme d'économie, il faut avoir une forme qui ressemble au modèle du colonisateur ou bien de l'ancien colonisateur, comme si c'était le seul modèle viable et comme si c'était le seul modèle viable. On nous fait croire que c'est le seul modèle viable. De même que M. Musk nous fait croire que l'intelligence artificielle a déjà englobé toute la connaissance humaine. Mais on ne voit pas la violence derrière cette affaire-là. La violence derrière cette affaire-là, c'est de nous nier. C'est-à-dire, vous n'êtes quelqu'un qu'à partir du moment où vous ressemblez à 100% aux colons, aux blancs. Alors, qu'est-ce qui arrive? Parce que on peut voir que c'est pas exactement, on peut voir la fausseté de cette assertion. Exiger d'un enfant qui s'habille à l'européenne pour aller à l'école en Haïti, bon, ma foi, je pense que même au lycée français de Port-au-Prince, on ne fait plus ce genre d'exigence stupide. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de singerie. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas de socle. Ça veut dire que même l'ancien colonisateur a évolué lui-même et pense sa colonisation à un autre niveau, alors que nous sommes en train d'essayer de voir où nous avons été piégés dans une esthétique qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour ça, je pense que, oui, bien sûr qu'il faut déconstruire tout cela. Il faut comprendre et déconstruire et tout cela. Mais on ne peut le déconstruire qu'en ayant une claire conscience de ce que nous sommes nous-mêmes et en valorisant ce que nous sommes nous-mêmes. Et Price-Moss disait justement qu'il ne fallait pas rejeter aucune des parties qui constituent ce que nous sommes. Mais si nous ne savons pas, parce qu'on nous a enseigné l'histoire d'une certaine manière, bien sûr que nous allons rentrer nous allons faire fausse route. Et c'est vraiment dommage qu'en 2024, 2025, que des responsables d'établissements scolaires ne soient pas sanctionnés pour des comportements aussi violents. Parce que c'est une violence faite aux élèves.
Quand on me dit qu'il faut que je parle comme un Français, quand on me dit qu'il faut que je m'habille comme un Français, qu'il faut que je sois français, c'est une violence qui est faite contre ma personne, qui n'est pas française. Donc je pense qu'il faut que nous-mêmes, nous commencions par reconnaître la gravité de cette violence pour que nous soyons plus empathiques avec nous-mêmes. Et cette femme, si nous étions en Chine, moi, j'aurais conseillé un camp de rééducation, parce qu'en fin de compte, elle n'est même pas méchante. Et c'est ça, c'est ce qui est grave. C'est quelqu'un qui fait ça avec toute sa bonne volonté, qui veut que, précisément, et ses élèves aient toutes les chances d'intégrer une société dont les codes sont à l'antipode de ce que elle-même est. Mhm. Sommes en face c'est pour ça que nous devons redéfinir nos projets. Non seulement nos projets éducatifs, c'est une chose, nos projets de société, c'est une chose, mais c'est aussi un projet de civilisation. Parce que si effectivement nous voulons devenir développés à l'image de la France ou bien des États-Unis, etc., ben nous allons être très malheureux. Très, très, très malheureux. Vraiment très malheureux. Moi, je ne connais... Enfin, bon, je ne vais pas dire que je ne connais, parce que je ne connais pas tous les immigrants, mais je connais beaucoup d'immigrants qui se plaignent et trouvent ce système absolument inhumain. Mhm. Ils se lèvent, ils vont travailler, ils reviennent, ils dorment, ils encaissent leur chèque, ils payent les billes, les factures, après ils recommencent, et ils se demandent où est la vie. Justement. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes sur Terre? Je ne suis pas certain. Et il y a plein de choses à questionner. Bien sûr, c'est une question qui va... Oui, ça commence dans les tresses de la petite fille de 3 ans et ça arrive au 105e étage du building et de Microsoft ou bien je ne sais pas quelle grosse multinationale à New York ou bien dans une capitale, etc. Oui. Pourtant, on a les leçons. Les Japonais n'ont pas fait pareil. Les Chinois ne font pas pareil. Les Russes ne font pas pareil. Ouais. Toute l'Europe de l'Est ne fait pas pareil. C'est pour ça qu'ils sont en conflit. Et les 3/4 de l'humanité ne font pas pareil. Les 3/4. Toute l'Asie fait autrement, fait selon leur propre culture, leur propre être, leur manière de voir. Pourquoi nous, on devrait faire? Alors, je finis par là, alors que nous sommes à différents points de vue des donneurs de leçons à l'humanité. Donc, pourquoi on viendrait nous donner des leçons d'esthétique, alors que nous, Haïti, l'Afrique, a donné à toute l'humanité des leçons d'éthique? Alors, c'est quoi l'affaire? Mhm. Les gens comprennent. Nous donnons des leçons d'éthique. Eux, ils veulent nous donner des leçons d'esthétique que nous prenons. Eh ben, s'ils veulent de l'esthétique, qu'ils aillent à, je ne sais pas moi, à Dakar, comment s'appelle cette exposition de fashion work, qu'ils aillent en Afrique. C'est là qu'il y a de belles choses. Justement. Là, Donc, là. merci. En tout cas, à mes yeux à moi, aux yeux à moi et aux yeux de beaucoup de populations issues d'Afrique et d'Africains. Donc, il y a une aberration là-dedans que les gens... Mais il faut se rappeler ce que nous avons. Nous avons donné des leçons d'éthique. Nous avons donné des leçons d'éthique. Je ne vois pas comment on devrait prendre des leçons d'esthétique de la part de qui que ce soit. Et ce n'est pas une création intellectuelle, nos leçons d'éthique. L'histoire est là pour nous rapporter. Toute l'histoire de l'Afrique, toute l'histoire est là. C'est des choses dont nous donnons des preuves chaque jour. L'Europe est un continent de barbares qui n'arrête pas de faire des guerres absolument atroces. On n'a pas vu ça en Afrique. Il y a professeur Blou qui... Merci, Ronald. Il y a professeur Blou qui semble se manifeste pour une question. Professeur Blou, prenez la parole. Et votre micro... OK, voilà. Merci.
Oui, bonsoir. Bonsoir, professeur. Bon, je félicite les intervenants pour leur présentation. Bon, moi, ma question, c'est quelles sont les conditions pour avoir véritablement une éducation africaine ou bien une éducation haïtienne? Est-ce une éducation de qualité qui soit compétitive des Européens ou bien de l'Occident? Ou bien en termes de contenu et de moyens, c'est quoi? Ou bien on parlait d'africanisation, ou bien haïtianisation de l'éducation, c'est quoi? Alors, c'est en plus, bon, je félicite monsieur Paul pour ce nouveau concept-là, hybridation ou bien hybridité. Mais je me demande, est-ce que ce n'est pas un concept dangereux? Parce que, est-ce qu'on peut, bon, c'est quoi? Parce que, bon, alors il a parlé de créolisation ou bien de synthèse, mais est-ce une addition ou bien on va faire une règle de 3? Parce que comme nous sommes en face de, bon, d'ailleurs, lui-même, il a parlé il y a une question de civilisation. Moi, je dirais même, il y a une guerre de civilisation. Il y a une guerre de civilisation. Alors, dans cette guerre-là, est-ce qu'on peut hybrider ou bien hybridifier ou bien, je ne sais pas, est-ce que tout est hybridifiable? Alors, parce que je me demande, est-ce que ce n'est pas un concept dangereux tant qu'on n'arrive pas à maîtriser tous les paramètres de ce concept-là? Ah bon, c'est sûr que bon, il a parlé de la question de la langue, de l'histoire et même de la science. Bon, moi j'ajouterais même la question de l'ethnoscience, le savoir local qui existe. Mais maintenant, comment arriver à faire passer ce savoir local-là, ou bien ces savoirs locaux-là, dans le nouveau système éducatif qu'on pourrait avoir? Alors, moi, ça c'est mon interrogation. Merci, professeur Blo. Vraiment, il y a des questions qui peuvent faire bouger notre conversation qui s'approche à sa fin. OK. Voilà, nous avons relativement une dizaine de minutes pour terminer. Voilà. Alors, je remercie le professeur Blo, que je salue au passage. Ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. C'est un pays où les gens ne se voient plus. Alors, ce que je voulais dire tout simplement, le concept d'hybridité n'est pas de moi, mais moi j'aime bien l'idée. Parce que regardons bien, nous sommes déjà hybrides. Nous sommes déjà hybrides. Nous parlons français en créole, les Haïtiens parlent français en créole, les Béninois parlent français j'ai envie de dire en béninois. Nous sommes déjà hybrides. Il s'agit maintenant, premièrement, de prendre conscience et de voir comment précisément maîtriser cette affaire. Moi, dans ma formation de psychologue, alors Freud disait, toute thérapie consiste à rendre conscient ce qui est inconscient. Ce qui est inconscient, est déjà hybride. Nous sommes à la fois, nous croyons dans des systèmes religieux différents et ça coexiste tranquillement. Nous parlons une langue qui est une hybridation. Nous nous comportons de toute façon de manière hybride. Notre culture est une culture hybride. Et quand je dis hybride, je pense aux différents apports, que ce soit européens à cause de l'histoire, africaine à cause aussi de l'histoire, et des autochtones à cause de l'histoire, et tout ce qui s'est passé pendant ces périodes-là. Nous avons pris tout ça pour faire ce que nous sommes, le Caribéen que nous sommes aujourd'hui. Donc, nous sommes déjà hybrides, il ne s'agit pas de vouloir être hybride. Nous le sommes déjà, il s'agit de l'accepter et d'essayer de trouver un équilibre entre les différents composants de cette hybridation. En tout cas, une bonne partie de la population, pas la majorité, mais nous avons été éduqués dans des écoles à l'occidentale,
même si ils ont organisé un complot pour faire en sorte, comme disait le professeur Bessala, et pour que la technique soit très très loin de nous. On nous a appris la littérature, etc., la philosophie, etc. On nous a même fait apprendre des auteurs qui étaient franchement racistes. Je pense à Montesquieu, Voltaire, etc. Mais nous sommes hybrides. Parce qu'en même temps, nous sommes extrêmement sensibles au chant vaudou ou bien chant traditionnel, etc. Nous sommes extrêmement sensibles et nous dansons. Et nous dansons, nous produisons un art qui n'est pas européen, qui n'est pas africain, qui est caraïbéen, qui est haïtien, qui est jacmélien. Et ce truc-là, c'est de l'hybridation. Donc, il s'agit fondamentalement d'en prendre conscience, et je pense que ce n'est pas différent de ce que disait Jean Price-Mas. Il faut reconnaître toutes les parties qui font de nous ce que nous sommes. C'est exactement le même propos, c'est exactement la même chose. Maintenant, il faut prendre ça au sérieux. Il ne s'agit pas de répéter ça tranquillement, il faut le prendre au sérieux. Le prendre au sérieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire construire un projet de société avec ça, parce que c'est ce que nous avons. Construire ce projet de société ne se fera qu'à partir d'une réflexion sur l'école, où tu n'auras plus des situations où une directrice d'école impose des choses aussi stupides à des enfants parce que, bon, il ne faut pas que l'enfant ressemble à ce qu'il est, à ce qu'elle est. Donc, la question du comment faire, je pense qu'il faut qu'on passe évidemment par cette opération de déconstruction, création, créolisation. Oui, nous avons le droit de créoliser le discours formel. Nous avons le droit de concevoir des opérations mathématiques avec une logique créole, avec notre propre logique, comme le font les enfants, quand ils ne sont pas encore totalement, comment dire ça? Aliénés ou bien programmés. Ouais, c'est ça. Oui, mais comme le font les Chinois, comme le font les Japonais, comme le font toutes les cultures qui sont en contact avec ce qu'ils sont. Donc, la question, c'est pas de savoir si c'est dangereux ou bien si c'est pas dangereux. Évidemment, toute prise de conscience est dangereuse. Quand on se rend compte, par exemple, qu'on a dans sa famille un loi vaudou, alors qu'on se croyait le plus fervent des catholiques, etc., évidemment, ça fait un choc. Et puis, ça passe. Si on l'accepte, ça passe. Quand on découvre qu'on ne comprend pas, malgré nos efforts extraordinaires, qu'on ne comprend pas exactement comme un Français ce que Saint-Exupéry écrit, eh bien, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Le fait, c'est que nous ne voulons pas accepter de ne pas être blancs, alors que nous ne sommes pas blancs. De toute façon. Nous ne sommes pas blancs. Moi, j'observe. Non, ce n'est pas une blague. Le monde entier, on traduit Saint-Exupéry. Je prends un exemple. Maladif, hein? Oui, moi, j'ai lu. Bon, ça ne me dit rien. Je suis désolé, ça ne me dit rien. Le Petit Prince, ça ne me dit rien. Point barre. Mais j'ai le droit. C'est un ressenti. J'ai le droit de ne pas m'émerveiller devant une pièce soi-disant classique d'une civilisation et d'une culture. Tchaïkovski, bon, j'entends, bon, mais c'est pas une vibration. C'est une autre qualité, ou bien Mozart, etc. Donc, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce que c'est vrai que quand dans un salon, on cite des auteurs français, russes, anglais, mais c'est une forme de dissection sociale, quand même. Oui, c'est une forme de dissection. Comme ça, ils se distinguent. Voilà. Et à la limite, si on met ça sur un CV et qu'on va demander un job dans une université, on est pris. Mais si on cite Aimé Césaire, bon, je vais prendre l'exemple d'Aimé Césaire, c'est de l'hybridation, Aimé Césaire. Quelle est cette langue française qu'Aimé Césaire pratique?
pour dénoncer le colonialisme. Ce n'est pas du français pure souche. Hein? Ce n'est pas du français pure souche. Nous sommes déjà hybrides. Ouais, mais Donc, ça, il faut pas s'en inquiéter. Nous ne sommes pas des mulâtres, nous sommes des hybrides. Et ouais, j'aime en fait, bien le mot hybride parce que ça nous dégage d'un ensemble de préjugés et liés au fait que nous soyons des mélanges. Mais toute l'humanité est mélangée. ouais, c'est ça. Ça veut dire, merci Paul, c'est une réponse, une question pour la question, la question surgit d'une préoccupation du professeur Blo. Ouais, ouais, Et la mais réponse intelligente, ouais. et la réponse intelligente, parce que si j'avais à répondre, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire de l'humanité. Hein. Donc, L'histoire de on n'a pas l'humanité. à nous inquiéter qu'on s'appelle, c'est-à-dire que moi-même, que je m'appelle Kessler Bien-Aimé, c'est mon nom. Par Et exemple. alors, qu'est-ce que mon Kessler a à voir avec finalement ma provenance sociale, géographique, rien à Que ta voir. couleur de peau. Oui, donc ça veut dire Oui, que oui, mais comme moi, comme nous oui, tous. oui, c'est-à-dire, moi, de l'Artibonite, etc., Petite Rivière, et qu'est-ce que j'ai à voir avec Kessler? Donc, Eh bien, voilà. donc ça veut dire Voilà. c'est le fait culturel, c'est le fait social, c'est des croisements, et c'est notre histoire, et notre histoire partagée, croisée. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est-à-dire assumer totalement notre C'est ça passé qu'il s'agit. et faire C'est de de ça. notre passé ce que nous voulons être. Voilà. Et ça, c'est ça, c'est ça l'enjeu. Sinon, on va s'enfermer et puis dans une sorte, c'est-à-dire on va devenir autre chose, hein, qui fait que nous sommes, et bien entendu, ce que nous sommes, et maintenant, quelle conscience on a à partir de cela. Et que Voilà. tel a été le combat par Mars. Et voilà ce que nous sommes et quelle société et comment on va introduire dans un projet de société. J'ai observé dans l'intervention de M. Bessala qu'il y avait, en 98, je pense qu'il y avait une Une réforme, loi. une sorte. Ouais, une Oui, loi. oui. Ouais, ouais. Et nous avons fait le nôtre autour des années 81-82. Ah oui. Qu'en est-il de. Est-ce que nous avons fait, enfin, entre guillemets, parce que avec des projets d'avoir ceci, cela, mais bon. Mais concrètement, et le résultat est le même. C'est-à-dire, nous avons en 2024, et c'est pour ça que la question de Richemont est intéressante. En 1981-82, nous faisons une réforme, et en 2024, et il y a un responsable d'établissement qui dénie à un enfant le droit d'avoir des tresses. Donc, il faut bien voir quelle réforme on veut faire. Vous, c'est en 98, c'est un peu plus tard, mais il faut veiller à ce que cette réforme couvre à la fois statistiquement la population, Oui, oui. mais aussi au niveau de la qualité et du mode d'enseignement. Il y a la qualité, il y a le mode, la pédagogie. Veiller à ce que ça soit une école qui soit réellement camerounaise. Et qui ne soit pas un avatar de l'école française ou de l'école allemande. L'école française, c'est pour les Français, il n'y a pas de problème. Mais l'école camerounaise, peut-être que c'est français et camerounais. C'est encore plus riche. Effectivement, nous avons introduit l'enseignement des langues et cultures camerounaises, hein, Par dans les exemple. écoles normales. Voilà, voilà. C'est voilà. une innovation. Pour Voilà. finir, moi, je pose une question, mais vous allez quand même, j'espère pour vous deux, l'un de vous, et va tenter de répondre avec une réponse vraiment courte. Et c'est rebondir sur la question qu'a posée professeur Colette, qui deviendra l'Afrique dans un temps pas tellement lointain que ça. Hein. Et que deviendra l'Afrique, monsieur Bessala, selon la problématique posée ici? Je vous en prie. Vous êtes dans le continent, nous sommes très loin du continent, hein. C'est-à-dire nous sommes dans le méta. Et donc, vous-même qui êtes dans le continent, vous voyez les choses, les défis, etc., par rapport à ce à ce qui a été jusqu'à présent discuté ici. Que deviendra l'Afrique dans un temps très proche, avec autant de déni, etc. Et c'est valable également pour les Haïtiens. Voilà.
l'Afrique n'est pas un continent maudit, hein. L'Afrique n'est pas un continent maudit. Et je pense que c'est la mère même de l'humanité. Alors, il faut tout simplement une prise de conscience, comme vient de le dire Jean, hein, une prise de conscience des uns et des autres. Et il a mis l'accent tout à l'heure sur notre nouvelle loi de l'orientation, par exemple. Il faut y veiller pour que ce qui a été dit soit répercuté et qu'il y ait un suivi. Donc, à mon avis, il y a une lueur d'espoir, hein. Regardez, il y a quand même eu évolution. Monsieur Jean l'a dit, nous sommes hybrides, rien à faire. Mais seulement, nous évoluons quand même. Bien sûr, avec un retard, mais nous évoluons. C'est la raison pour laquelle j'avais une question à poser à Monsieur Jean, parce que je vais chuter. Quand il parlait de la déconstruction et de la reconstruction, je me pose la question Monsieur Paul si ou la Jean? création d'une école véritablement africaine ou haïtienne est possible ou envisageable dans un contexte où l'intelligence artificielle est considérée comme un modèle. Voilà des problématiques qui nous interpellent. Donc, je vais quand même essayer de voir comment est-ce que mon frère Jean, qu'est-ce qu'il peut dire à ce sujet. Puisqu'aujourd'hui, c'est Monsieur Paul. c'est l'intelligence artificielle qui est considérée comme un modèle pour les gens. Cette intelligence-là pourra nous servir, Monsieur Jean. Monsieur Paul. Monsieur Paul. Oui, mais Jean-Paul. Alors, la Bible. Cette intelligence artificielle est promue. On fait la promotion de cette affaire-là comme un modèle. Mais c'est à nous, êtres humains, de savoir est-ce que nous allons prendre pour modèle ce que l'autre a décidé ou bien est-ce que nous allons créer notre propre modèle. Je disais, et moi, l'intelligence artificielle, j'ai rien contre, mais il faut jamais oublier son nom. C'est artificiel. C'est artificiel, ça veut dire ça a été créé par nous. Et puis dire intelligence, je pense que c'est peut-être excessif parce que, bon, on peut dire intelligence, encore faudra-t-il qu'on ait une définition un peu moins réductrice de ce que c'est que l'intelligence. Parce que l'intelligence artificielle, c'est quoi concrètement? C'est une immense mémoire et c'est une capacité à lier des choses, à faire des liaisons. Bon, voilà, c'est tout. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Moi, j'ai un copain qui fait de la musique avec de l'intelligence artificielle. Bon, ok, des fois ça sort, mais c'est artificiel. Voilà, c'est artificiel. Donc, l'intelligence artificielle, en aucun cas, ne saurait être un modèle. Voilà. En aucun cas. Et le modèle, c'est nous. Ouais. Moi, le modèle, c'est nous. Et moi, je le répète, nous avons donné des leçons d'éthique. Et ça veut dire on a tout fait. On a fait ce qu'il y avait de plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Si on doit avoir des modèles, c'est à nous, à ces civilisations qui ont su résister malgré l'agression extravagante de l'Occident, à su résister et aujourd'hui vit, chante, danse, etc. C'est nous le modèle. Parce que ce modèle-là est vivant. Il promeut la vie. L'intelligence artificielle ne promeut pas la vie. Nous, on promeut la vie. C'est ça. Donc, ouais, bon, vraiment, c'est assez compliqué, c'est un point crucial de la question parce que comme c'est la manière que c'est promu dans des plateformes assez présentes et chez nous, dans notre téléphone, donc ça nous tourne la tête. Et je comprends que quand M. Saladi nous dit que c'est modèle, mais modèle par rapport à quoi, modèle, etc. Mais si c'est effectivement, donc là, on est dans des clichés, hein, si on ne peut pas parler pour le continent, ce qui est quand même un grand continent, mais si on le reconçoit
et vraiment, si on l'accepte comme modèle avec les limites que nous connaissons, hein, quand on lui pose des questions, et en général, et bien entendu, cette intelligence ne peut pas répondre, hein. Et donc, alors, ça veut dire qu'on s'efface et que ainsi le jeu est fait. Parce que c'est-à-dire c'est un abandon de nous-mêmes, de notre intelligence. Donc, je crois que s'il y a quelque chose à renseigner à nos enfants, c'est-à-dire c'est un outil qui est disponible, c'est un dispositif et qui est quand même, en tant que dispositif, il peut être dirigé vers une autre forme de colonisation. Et quand on introduit des données, ce n'est pas des données que nous-mêmes, en termes de perspectives sociales, culturelles, que nous aurions finalement introduit là-dedans, bien entendu, c'est des gros éléments capitalistes internationaux qui disposent ils sont de moins en moins restreints, hein. Regardez comment ils sont super riches à devenir aussi agressifs. Donc, c'est eux qui introduisent des choses là-dedans. Bien sûr, ce n'est pas eux en tant que tels, mais c'est des techs qu'ils ont payés, des techniciens ingénieurs, mais qui sont à la solde d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour manipuler l'algorithme. Mais en ce sens, si on ne se donne pas la possibilité de douter de ça, de questionner finalement ce dispositif, c'est-à-dire le jeu est fait. En tant que professeur, le jeu est fait, il faut abandonner. On va tout abandonner parce que, à bien regarder, rentrer chez vous et presser le bouton, vous lui posez une question, vous avez des bœufs qui sont à l'arrière de votre cours, vous lui dites finalement, et parlez-moi de ce bœuf-là, il n'est pas au courant. Donc, c'est compliqué. Donc, en gros, Voilà. merci, je dirais, hein, et merci à Colette Nzana, et professeur. Merci au professeur et Bessala. Et merci à vous dans l'assistance pour les questions et l'intérêt ici manifesté pour nous écouter au-delà des 2 heures de temps. Et je crois que nous avons quand même dans toute tranquillité, calmement, nous avons posé le problème qui nous intéresse. Et bien entendu, on ne s'est pas trop écarté de la thématique proposée par l'ONU qui est et le thème 2025 pour la journée de l'éducation, c'est la question de l'IA et de l'éducation. Mais nous-mêmes, nous l'avons posé, mais en la posant à partir du lieu et de nous-mêmes en tant que du Sud global par rapport à ce que nous subissons comme contenu et qui nous arrive, sur lesquels nous n'avons pas aucun contrôle et que nous sommes obligés à chaque fois qu'on touche son téléphone et que ça se présente comme modèle. Un modèle qui veut nous influencer et qui veut nous uniformiser. Et merci beaucoup et toujours est-il nous donner cette possibilité quand même de douter de tout ça, de questionner ça. Et tel est notre but en tant qu'humain. Et merci beaucoup. Alaso, Ouyezo na patrimoine cultivé, na jwen kote soti, kote brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nous posséder.